Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Tada et on se retrouve pour la vidéo des achats manga du mois de janvier, un mois qui aura été ponctué par le festival d'Angoulême, donc un achat manga qui est relativement colossal, notamment en éditeur indépendant. Donc si vous vous intéressez dans les mangas de niche ou dans les mangas d'auteur ou dans les titres que vous ne connaissez pas forcément, restez sur cette vidéo parce qu'il y a forcément un titre que vous ne connaîtrez pas dans le lot, je suis prêt à le parier. Moi-même, il y avait des titres que je ne connaissais pas, du moins je connaissais l'auteur mais pas le nom du titre lorsque je les ai achetés. Donc on se retrouve tout de suite avec le générique et on commence par la première maison d'édition. Par ordre alphabétique comme d'habitude, on commence avec Atelier Akatombo avec Fatal Fiancé. J'avais découvert Naoki Yamamoto, donc le dessinateur et l'auteur de Blue, qui était un manga à la limite du hentai pour le coup, un manga érotique un petit peu. Et je me suis dit, j'ai envie d'en connaître plus de l'auteur, et puis le moment où je découvre Blue, boum, Fatal Fiancé sort. Donc je suis allé l'acheter, ça coûte 11 €, ça raconte l'histoire d'un employé d'imprimerie qui a repris l'imprimerie de son père et qui va rencontrer une nana, sachant que lui il est un petit peu détaché de tout ce qui se passe dans sa vie. Et alors, pour le coup, on retrouve ce mythe de la cuillère de 20th Century Boys, les enfants. Enfin, voilà, pour ceux qui ont les 20s, vous verrez de quoi je parle. Et alors, pour le coup, tout le monde m'a dit que tous les twists scénaristiques du bouquin, on les voyait pas venir, mais moi je trouve qu'une fois qu'on a lu le titre, qu'on a vu la couverture et qu'on a lu la quatrième de couve, tous les twists on les a. Voilà. Alors peut-être parce que j'ai lu pas mal de trucs et que à force je suis rodé à tout ça, mais voilà. Alors pour le coup, j'ai trouvé que le dessin était cool. Maintenant, je m'attendais à un truc beaucoup plus érotique, beaucoup plus osé de la part du dessinateur. Alors peut-être que l'histoire de Suzuki Matsuo est pas aussi osée que je le pensais. Ça a été une petite déception, ce manga-là pour le coup. Alors je sais pas si je le garderai, si je m'en séparerai, mais je m'attendais vraiment pour le coup à mieux. En tout cas, voilà, c'était Fatal Fiancé. Ça reste un bouquin qu'il faut, je pense, découvrir ou lire en médiathèque si c'est possible. On continue avec Akata. J'ai commencé sur conseil d'amis avec un E et un S, trait pour trait, donc de Akiko Geshimura. J'ai les 3 premiers tomes. Alors, pour mon avis, c'est une œuvre autobiographique qui va raconter un petit peu l'enfance de l'autrice, notamment du Tigre des Neiges, Princesse Jellyfish, récemment Gourmet, Détective Gourmet, je sais plus le nom précis. Mais là, on va suivre donc son enfance, comment elle a commencé à dessiner, un petit peu avec qui elle a appris et comment elle est devenue autrice de manga émérite et reconnue. Ça m'a été beaucoup recommandé et comme vous voyez, je n'ai que les 2 premiers tomes en main. Le 3 est en train d'être lu, donc pour mon avis, vous vous en doutez, s'il est encore en lecture et si je ne l'ai pas lu d'un coup, c'est peut-être que ça coince quelque part. Ça reste mon cas évidemment, je trouve que le dessin est super cool comme d'habitude, j'avais déjà lu le Tigre des Neiges de cette autrice, mais pour le coup je trouve qu'elle est... c'est trop bavard quoi, enfin je veux dire à un moment donné, je vais vous montrer une page typique. Voilà la page ici là, vous voyez toutes les... c'est ça quasiment tout le long du manga, c'est ultra bavard, et pour le coup... C'est pas nécessaire, ouais. Ce genre de double page là, c'est légion en fait. Et ce qui est marrant, c'est que pour un manga qui traite du dessin et de l'apprentissage du dessin, avoir autant de texte et si peu de dessin, voilà. Bon, c'était, je finirai quand même. Il y a que 5 tomes. Je verrai pour la suite, mais en tout cas, pour le moment, je sais pas que je m'ennuie, mais ça traînasse et ça parle beaucoup pour pas dire grand chose et c'est ce que je reproche à plein de mangas comme One Piece, je me répète souvent mais voilà. Donc moi c'est peut-être pas ma passion, les mangas qui traînent un peu comme ça. On passe à Casterman, premier tome de l'île donc de Suehiro Maruo pour ce mois-ci. Vous verrez qu'après il y en a beaucoup d'autres. Auteur que j'ai donc commencé il y a 2 mois avec Tomino la maudite à la médiathèque. Et là, maintenant que j'ai quasiment fini toutes mes séries encore, même que je les ai finies, il était temps que je me lance dans enfin la complétion du Lézard Noir, IMHO, Casterman, etc. Donc j'ai commencé à acheter les Suihiro Maruo, adapté donc, du roman de Dogawa Rampo, qui était un auteur de thrillers, de policiers, etc. dans les années 30 au Japon, qui a déjà été adapté d'ailleurs l'île Panorama par un autre auteur, j'ai plus le nom, mais c'était chez Lézard Noir aussi, c'est une couverture rouge avec une nana avec une pomme, j'en avais parlé dans un Lecturomania. Là, c'est l'adaptation du coup de Suehiro Maruo. Et l'édition est très cool, abordable. L'édition c'est calé sur celle des Lézards Noirs. Je pense que Casterman a réimprimé
parce que les arts noirs commençaient à remarcher un petit peu avec cet auteur. On est sur de l'Eroguro, on est sur des dessins qui sont très léchés, on est sur... voilà, moi j'aime beaucoup le style de dessin de Maharu. Pour le coup, ça a été une très bonne lecture. L'île Panorama, moi je vous conseille vraiment de vous attarder sur cet auteur, mais on va en reparler juste après, donc pour les arts noirs, faut vous en douter. On passe maintenant à Glénat avec le tome 4 de la Perfect Edition de Evangelion. On commence enfin à bifurquer de l'anime et à avoir un contenu original. Donc moi je n'ai pas lu le manga, j'ai vu l'anime, j'ai vu les films Rebuild, Rebirth, je sais plus, enfin les 1.0, 2.0, etc. Et donc je suis en train de découvrir ce nouveau monde, si on peut dire ça comme ça. Donc pour ceux qui ont lu Evangelion, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et redécouvrir cette histoire sous un nouveau jour, dans un manga qui a été rédigé initialement par Monsieur Hano, donc la personne qui a fait l'anime. Et pour le coup, je trouve que c'est une très belle édition, relativement qualitative, pas très cher. Pour le coup, quand on y pense, en fait, c'est des tomes doubles. Il y a un ex-libris, la couverture elle est super cool et c'est du papier qui est de très bonne qualité. Et pour le coup, c'est à 14 €, je crois, ce qui est à peine 2 € de plus que les éditions de FMA qui sont des tomes demi, enfin des 1,5. Et pour le coup, c'est à peu près la même qualité avec les pages couleurs, etc. Donc je trouve ça bien, voilà. Je vais pas trop revenir sur Evangelion, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais chez Glénat, c'est la sortie, bon je l'ai déjà, mais vous le savez. J'ai donc racheté Blame 0, mais cette fois donc Noise, enfin Blame 0 et Noise, en grand format. Je garde le petit format évidemment d'époque parce que je kiffe. Alors en grand format pour le coup, Tuto Mounier c'est trop bien, hein. Enfin Tuto Mounier en grand format c'est incroyable. J'ai relu pour la 5e fois je crois ce titre qui fait partie, donc vous le savez si vous suivez un peu la chaîne, du top 2 de mes œuvres préférées de Nier, et pour le coup j'y ai passé un excellent moment, c'est toujours aussi qualitatif et c'est le même prix qu'Evangelion. Voilà, donc je vous remonte encore une planche, mais c'est juste magnifique. Voilà, ça c'est un truc à lire, pour le coup foncez-y, il n'y a pas besoin d'avoir lu Blâme pour lire celui-là, donc allez-y les yeux fermés. Et premier achat un petit peu d'Angoulême, ça aura été donc Blame and So On, la dernière pièce qui me manquait pour compléter Tsuto Mounier. J'ai maintenant absolument tout ce qui est sorti de lui en France, voilà. Donc maintenant ça va être trouver des petites figurines, etc. Ça reste mon auteur préféré. Là on est sur un artbook / explication / ajout de narration et interview par rapport à ses différentes œuvres, notamment Blâme. Et c'est vraiment cool, voilà. Il y a des trucs sur Noise aussi, enfin... J'aime trop cet auteur, il est trop fort, et donc c'était évident que j'achète ce genre de bouquin, voilà. Et pour vous montrer un petit peu les interviews, il y a une interview à la fin de Tsuto Mounier et de Enki Bilal, qui est l'auteur de Nicopole, de Bug, etc., qui est un auteur de BD de l'époque de Métal Hurlant en France, qui est cultissime, et on va attaquer la suite donc des festivités. La suite ce sera avec Uber Édition et la première œuvre de Shintaro Kago de cette vidéo, La Princesse du Château Sans Fin. Alors cette vidéo va être interdite au moins de 18 ans. On est sur la première œuvre publiée des éditions Uber, ça coûte 25 €, c'est du Shintaro Kago, c'est de l'Eroguro. Je vous montre des planches qui sont quand même relativement démonstratives de ce que peut faire l'auteur dans son style. Voilà. Pour le coup j'aime bien, j'ai bien aimé. Alors celui-là c'est une narration qui est un petit peu particulière, j'essaie de vous montrer des planches, notamment des planches des constructions, parce qu'on joue beaucoup avec la construction des éléments, du décor, etc. dans ce manga. Pour le coup j'ai trouvé l'histoire un petit peu moyenne comparée à d'autres histoires de Kago, mais on va en reparler après quand on va revenir sur l'auteur. La traduction elle est un peu bizarre au début du manga, pour le coup, alors je crois que ça a été traduit de l'anglais. Ça fait bizarre parce que c'est très détaché. En fait, le bouquin, pour le coup, le début de la trad, faut se mettre dedans parce qu'en fait, c'est pas une traduction qui a été, je pense que c'est une traduction qui a été faite mot par mot et non pas pensée de manière à faire des phrases qui se suivent, etc. Donc ça peut être un peu bizarre au début, mais on s'y habitue et sinon, c'est un beau bouquin. Voilà. Donc si vous voulez soutenir une petite maison d'édition et acheter du Kago. Princesse du Château Sans Fin, c'est pas mal, mais c'est peut-être pas le meilleur Kago pour commencer, mais on va en parler juste après. On va passer à Yemacho. Alors là c'est du full Angoulême, j'ai dépensé à peu près 150 balles chez Yemacho à Angoulême. On va commencer par Pelle Poli, c'était le Usumaru Furia. Alors j'y allais pour Garden à la base, mais Garden n'est pas encore sorti finalement, ils l'ont pas eu en avance.
Pelle Poli, voilà, c'est du 4 cases, c'est un petit peu comme un Yonkoma, je sais plus comment on dit les mangas en 4 cases. C'est un manga qui utilise beaucoup de styles graphiques différents, on sent que l'auteur, Usamaru Furuya, c'est l'auteur du Kailichi Club, notamment de Je veux être tué par une lycéenne, de La déchéance d'un homme, le dessinateur. Et voilà, donc qui reprend plein de styles différents, vraiment c'est la musique de Mario aussi dont j'avais parlé. C'est un peu what the fuck sur les bords, j'ai pas spécialement apprécié mais ça reste une bonne découverte pour un petit peu aller dans ce que fait l'auteur un peu plus. Ensuite j'ai découvert un auteur qui s'appelle Hideshi Ino avec Panorama de l'enfer et Serpent rouge et c'est un véritable coup de cœur, c'est vraiment trop bien, c'est de l'horreur, ça date de la même époque que Umez et Ito, même avant Ito, je crois que c'est donc là c'est 70, fin 70 début 80 ces bouquins là. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus récent. Pour le coup je vous montre la planche d'ouverture qui est assez représentative du style de l'auteur, voilà c'est ça. Donc c'est assez ancien pour le coup. Et je trouve ça, mais c'était vraiment trop bien. C'est noir, c'est ultra noir, c'est tragique, c'est de la bonne horreur. C'est pas, c'est glauque sans forcément être ultra flippant. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien. Alors Serpent rouge un peu plus que Panorama de l'enfer. Serpent rouge, ça va parler d'une famille qui ont tous des pets au casque. Et Panorama de l'enfer, c'est un peintre qui va nous expliquer comment est-ce qu'il a dessiné le Panorama de l'enfer en plusieurs œuvres. Et il va donc revenir sur les différentes œuvres qu'il va faire, les découper, on va revenir sur sa vie, comment il est devenu comme ça, etc. Et c'est vraiment trop bien. Donc Hideshi Ino, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. En plus je crois qu'il y a Chat Noir qui vient de sortir, mais ça on verra ça en février, je pense qu'il y sera aussi. Shintaro Kago, donc une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser, pardon. C'est un recueil d'histoires courtes et c'est également un coup de cœur. Je vous montre une planche pour vous donner une idée. En fait, c'est un bouquin qui va reprendre plein de concepts pour faire des histoires courtes. Donc jouer avec les gouttières, jouer avec les champs contre champs, jouer avec les gouttières. Il y a une histoire qui est faite uniquement dans les gouttières par exemple. C'est qu'une illustration de tout ce qu'il y a dans ce bouquin. C'est un bouquin à concept, c'est juste incroyable. Pour le coup, j'ai passé un excellent moment. Je pense que c'est une très bonne porte d'entrée à Shintaro Kago. Néanmoins, je ne le recommande pas aux plus jeunes. Il faut avoir au moins, je pense, 14-15 ans pour lire ce genre de bouquin, si ce n'est plus, même plus en fait, en y réfléchissant. Et trop bien. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Que dis-je, je vous remonte des petites planches. Alors, je vais pas trop vous spoiler les histoires parce que c'est des histoires à twist en fait. Beaucoup de twists scénaristiques dans ces histoires, et pour le coup c'est un auteur qui joue beaucoup sur le tourné de page, donc ces twists vont pas être sur la page là et là, mais ils vont être sur la page au moment où on va le tourner, donc c'était vraiment trop bien. J'ai aussi lu Anamorphosis de Shintaro Kago, toujours l'histoire d'une bande de jeunes qui vont venir faire un jeu télévisé où il y aurait un esprit qui va venir les hanter, et on va suivre une espèce d'enquête qui joue encore une fois avec les limites de ce que c'est qu'un manga et du médium, donc des cases, etc. C'est vraiment excellent, celui-là j'ai beaucoup aimé, surtout les twists. Il y a ensuite des petites histoires à la Shintaro Kago, les Roguro. Je conseille ce bouquin néanmoins à des gens qui ont 18 ans ou plus. C'est relativement gore et trash, mais pour le coup j'ai trouvé ça vraiment bien. Ouais, celui-là j'ai bien aimé. En fait j'ai trouvé ça relativement correct, et quand j'ai eu le twist j'étais en mode ok, en fait tu peux tout relire et t'as une autre perception du truc. J'aime beaucoup quand les auteurs font ça. Et c'est la même chose avec Fraction. Donc on va suivre l'histoire d'une enquête sur un meurtrier qui couperait ses victimes en deux, et une seconde histoire en parallèle de l'enquête sur ce meurtrier sur un mangaka qui veut écrire un manga sur un meurtrier. Voilà. Je vais vous montrer aucune planche de celui-là parce que ça pourrait peut-être spoiler, je vous laisserai le découvrir. Il y a également des histoires courtes à la fin, on est toujours sur du Kago, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi érotique, aussi gore, aussi trash. Pour le coup, moins 18 aussi celui-là, avec sans aucune hésitation, mais c'est pas le plus trash de tous ceux que j'ai lus. Mais encore une fois, le twist scénaristique de fin, et en plus c'est un thriller, donc on a envie de trouver la réponse avec les enquêteurs, etc. Et du coup, c'était vraiment une très bonne découverte. On va rester sur moins de 18, et je pense que lui, c'est vraiment moins de 18. Kanen Massacre. 13 histoires, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. 13 histoires de 13 massacres, pour le coup, à l'ère des incidents de Tengai, et c'est, mais alors, d'une violence, c'est ultra gore, c'est sexuellement dérangeant,
Je vais... ouais, est-ce que je vous montre... je sais pas si je peux vraiment tout vous montrer. Voilà, je vous montre de loin, il y a des meufs à walper, il y a des scènes de torture, c'est ultra, ultra violent. Et pour le coup, j'ai été choqué plusieurs fois, même pour le coup, faut le dire. J'ai néanmoins apprécié l'histoire parce qu'on sent que là, par contre, il va vraiment dans les limites de ce qui est possible à montrer, en fait. Ça peut être sympa à lire si vous avez le cœur accroché et que vous avez envie de repousser un petit peu vos limites. Alors par contre, celui-là, c'est la suite, donc c'est Carnet de Massacre aussi, 13 contes cruels du Grand Edo. J'ai trouvé ça moins bien. On est sur des contes, des histoires courtes aussi, de l'époque Edo, donc c'est vraiment du full samouraï là, mais c'est vraiment inspiré de trucs de samouraï, et moi je suis pas ultra ultra fan des récits de samouraï à la base. Mais voilà, je vous montre encore des planches, c'est gore, c'est dérangeant, on continue avec le moins de 18, bref, c'était encore une fois Shintaro Kago, et je pense que j'ai fait le tour des Shintaro Kago pour cet achat manga. Donc vous l'aurez compris, une collision, effraction à la limite pour commencer, et après vous pourrez peut-être vous diriger vers d'autres œuvres. Ça reste de l'auteur vraiment vraiment de niche, il le dit lui-même à la fin de ses mangas, et il y a un petit peu d'introspection aussi dans Fraction, enfin, vous verrez si vous le lisez. Je pense qu'on n'est pas énormément à l'avoir en France, ça reste un auteur qui est réputé pour ce qu'il a apporté au médium, mais ça reste un auteur qui joue énormément sur le trash, le gore et les limites. On va continuer avec un autre auteur que donc j'ai continué de découvrir, ça va être Satoshi Kon. Alors là c'est le dessinateur, l'auteur c'est Mamoru Oshii, c'était celui qui avait réalisé le film Ghost in the Shell. Donc il n'a pas écrit tout le scénario parce que c'était adapté du manga éponyme, mais pour le coup il a un petit peu adapté certains trucs, et il est aussi à la réalisation je crois de Ghost in the Shell, donc le deuxième, donc celui de 80, le premier doit être de 92 ou quelque chose comme ça, et l'autre doit être de 96 ou 97, bref. Là il est au dessin, c'est un manga qui n'est pas fini parce que le décès de Satoshi Kon aura donc indéfiniment clos le manga. Alors c'est pas que son décès qui l'aura clos, parce que c'est aussi la clôture en fait du magazine dans lequel ils étaient. Alors ce magazine s'appelle Animage. Le magazine a fermé et du coup les mangas ont été aussi arrêtés. Et on va suivre donc l'histoire de cette petite fille d'une maladie qui va rendre les humains un peu comme ça et les faire mourir. On est un petit peu sur du Eden pour le coup. On est sur un truc très planant, très métaphysique, mais alors c'est pompeux. Hein. Où les trucs politiques, ça y va, énormément de textes, de références bibliques, politiques, etc. Et finalement l'histoire qui n'avance pas. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait entre le début et la fin de cette histoire-là, on a eu des concepts politiques en plein dans la gueule pendant toute la lecture. On a mis 2 heures à lire le bouquin, parce que c'est du 230 pages et quelques. Et finalement l'histoire n'a pas trop avancé et le bouquin n'aura jamais de suite. Si vous êtes fan de Satoshi Kon, par contre, ça peut être cool de le lire. Si vous avez aimé les Ghost in the Shell, etc., c'est dans la même veine, des trucs compliqués à comprendre, à lire, etc. Moi, j'aime beaucoup Ghost in the Shell, vous savez, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est un de mes films d'animation préférés. Maintenant, le manga Ghost in the Shell, je suis beaucoup moins fan. J'aime bien, mais c'est quand même... voilà, c'est un peu lourd à lire. Et pareil pour donc Opus, toujours Satoshi Kon, cette fois il est au scénario. Ça va parler de l'histoire d'un auteur de manga qui va un jour rentrer dans son manga. Donc c'est un petit peu l'histoire sans fin. Voilà, pour ceux qui ont lu l'histoire sans fin, on va rentrer dedans. Et il va un petit peu côtoyer ses personnages parce que l'un d'eux ne voulait pas qu'une certaine décision de l'auteur arrive. Et donc on va un petit peu être dans un récit méta sur l'auteur, ce qu'il pense de ses personnages, sur l'industrie du manga, etc. etc. Bref, on commence à comprendre. Tout ça avec une ode à la créativité, comme nous a habitué Satoshi Kon dans ses autres œuvres. Alors moi, j'aime pas spécialement Satoshi Kon, et encore une fois, j'ai pas spécialement aimé Opus, mais parce que c'est l'auteur. Voilà, c'est comme ça, ça ne me touche pas spécialement, ces films non plus. C'est comme ça reste pour moi par contre un bouquin qui est très très bon à lire si vous avez envie de découvrir un petit peu autre chose. C'est en 2 tomes, c'est une série qui est presque finie. En fait, c'est dans le même magazine que Seraphim. Et en fait, la fin du manga, je vous montre de loin, mais c'est des crayonnés de l'auteur. En fait, vu qu'il le fait, le magazine a fermé et qu'ensuite il est décédé. Donc lisez-le si vous avez envie de continuer à lire Satoshi Kon, qui est un auteur qui est très réputé pour beaucoup de personnes. Dans mon cas, j'ai pas spécialement aimé. C'est peut-être aussi le dessin qui fait
C'est un mélange entre Otomo et Taniguchi, mais en moins bien. Enfin, je sais pas, il manque une espèce de petit truc graphique qui ferait que ça serait kiffant. On passe au cas Kana, mon Destruction, dernier tome, la fin d'un chef-d'œuvre, on peut le dire. Dernier tome d'une série qui aurait été vraiment incroyable. Maintenant, un conseil, ne lisez pas ce dernier tome si vous n'avez pas en tête tous les événements d'avant. Moi, j'ai dû lire 2 fois. J'ai lu une première fois, j'ai rien compris, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe dans ce tome ? J'ai relu la série et là j'étais en mode ok, effectivement ce tome clôture parfaitement un bouquin qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre. En tout cas je pense que c'est peut-être la meilleure série d'Asano à l'heure actuelle. Je vous montrerai pas plus de dessins, c'est le tome 12, vous savez déjà de quoi ça parle je pense. C'est une super série de science-fiction qui va parler des travers de la société japonaise post-Fukushima. C'est vraiment trop bien. On passe au L avec Les Arts Noirs. Je me suis acheté enfin Holiday Junction que j'ai déjà lu, j'en ai déjà parlé dans le Lecturomania numéro 2 ou 3 je pense, donc si vous voulez mon avis, allez regarder ce Lecturomania. Pour moi c'est actuellement c'est la deuxième meilleure œuvre de Keigo Shinzo après Mauvaise Herbe. À voir si la nouvelle série sera une fois complétée aussi bien, mais je trouve que ce recueil d'histoires courtes est vraiment génialissime. Et à Angoulême j'ai pu acheter Irayasumi, le premier tome. Qui va nous raconter l'histoire donc de Hiroto qui est un friteur, donc c'est une personne qui enchaîne les petits boulots, ça sera un intérimaire en France concrètement, et de Natsumi, sa cousine qui arrive à Tokyo pour des écoles de dessin et ils vont vivre ensemble dans une petite maison, une grande maison plutôt, et c'est absolument génialissime. Keigo Shinzo est un auteur de fou, c'est un manga encore une fois de fou. On a toujours ce duo de personnages qui vont apprendre l'un de l'autre, qui vont, encore une fois, le rapport un petit peu qui va s'inverser au fur et à mesure de l'histoire, chacun va apprendre l'un de l'autre, et c'est vraiment un excellent manga, ça sort en mars, et ça pour le coup, je vous conseille d'aller lire l'article que Alicia, que vous ne connaissez pas, mais qui a écrit donc sur le site que je tiens, qui s'appelle collectif-imaginaire.fr, donc imaginaire au pluriel, tous les liens sont évidemment dans le link dans la description. Elle a fait un super article sur Irayasumi, pourquoi il faut absolument que vous le lisiez en mars, je vous mettrai évidemment le lien, mais allez-y. J'ai ensuite acheté Les Mystérieux Hasards de l'hiver de Takehito Morizumi. Je pense m'acheter série et 1984 à lui seul également du même auteur. On est sur des histoires courtes, des twists. On est sur de l'horreur, on est sur de l'érotique, on est sur du thriller, on est sur du sociétal, on est sur pas mal de choses. Je trouve que la traduction est assez inégale dans le tome, c'est-à-dire que la première histoire, par exemple, avec la rencontre entre ces deux personnages, je l'ai trouvée hyper mal traduite et adaptée. C'est une des premières fois que je vois ce traducteur chez Les Arts Noirs. Je l'avais jamais vu avant, pour le coup, c'est Léopold Dahan, le traducteur. Pour moi, la traduction au début est un petit peu... ça vient à ce que je disais tout à l'heure pour Hubert, ça fait un peu détaché, ça fait un peu traduction mot par mot, au lieu de traduire vraiment et d'essayer d'apporter une espèce de fluidité dans le récit. Il y a une histoire, c'est celle-là, là, notamment, qui m'a... Oh, c'était trop bien, cette histoire-là était vraiment bien. Et pour le coup, encore une fois, si vous aimez les histoires courtes, donc il y a vraiment de tout, c'est bien pour découvrir un auteur. Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer ce tome qui est sorti dans la différence générale, même Les Arts Noirs n'a pas trop communiqué dessus, ce qui est assez étonnant parce que ce tome est bourré de qualité et on est très peu à l'avoir acheté finalement en France, je crois qu'on est moins de 50. Quand je regarde Manga Collect, on doit être une quinzaine, donc on fait x3 à peu près, et on a les ventes globales, donc c'est un tome qui s'est pas vendu, mais en même temps je crois qu'il n'y a pas eu de com. Donc allez-y, ça existe, n'hésitez pas, ça peut vous faire découvrir des auteurs super bien. On a en première également Box, tome 2 de Daijiro Moroshi, je crois, oui c'est ça. Un tome qui délaisse le côté énigme pour s'intéresser à de l'action, en veux-tu, en voilà, durant tout le tome. Je trouve l'histoire toujours aussi bien, les énigmes et les mystères toujours aussi bien menés. C'est un manga qui est récent, même si le trait paraît ancien. Pour le coup, par contre, je trouve que les dessins sont extrêmement inégaux dans ce tome. On va avoir des planches qui sont relativement cool, avec un style très sympa. Et juste après, on va avoir des personnages qui sont vraiment dessinés de manière relativement moche et un peu à la va-vite, j'ai l'impression, mais l'auteur, je crois qu'il est un petit peu vieux. Donc peut-être que c'est pour ça. Mais voilà, c'est très inégal dans le dessin. Maintenant, le scénario est très cool, mais j'en avais déjà parlé, je crois, du tome 1 avant. On va arriver au gros tas, donc là, beaucoup de Maruo, ça va s'enchaîner. J'ai lu donc Docteur Inugami de Maruo, un recueil d'histoires courtes sur le thème du Docteur Inugami. Donc je vous montre quelques planches, on est sur du Maruo, ça reste
excellentissime. Donc on est toujours sur de l'Eroguro, on est sur du trash, on est sur... cette fois-ci on est sur un petit peu des mythes et légendes japonais. Notamment Inugami qui est je crois que alors c'est un sacrifice d'après ce qu'ils disent dans le bouquin. On sacrifie un chien, on enterre la tête du chien et en fait après on peut maudire des gens. Et on va suivre donc le fameux Inugami qui est censé maudire les gens sur plusieurs histoires. Et c'était très très cool, un dessin vraiment, vraiment sympa. Et si vous aimez un petit peu le folklore jap, ça peut toujours être excellent à lire. J'ai ensuite lu les 2 Vampires de Suihiro Maruo également. Ça par contre pour moi c'est sa meilleure œuvre. De tout ce que j'ai lu ce mois-ci de lui, je trouve que c'est incroyable. Vampire c'est vraiment une œuvre de fou. J'y ai passé un moment mais de ma boule. J'ai vraiment trop aimé. L'édition elle est incroyable. Ça raconte l'histoire de ce jeune homme qui va donc se faire... alors c'est pas sucer le sang pour le coup dans ce bouquin là, c'est autrement. Je vous laisserai deviner comment. Alors non ce n'est pas sexuel, enfin vous verrez. Et qui va devenir... un vampire et on va le suivre un petit peu évoluer là-dedans, donc se questionner sur son humanité, etc. Et voir un petit peu donc, les travers de la société japonaise au travers des yeux d'un vampire et surtout de comment est-ce que les gens réagissent. Et on a cette couverture de tome 2 qui est absolument mais fabuleuse. Et les 4e de couverture du Lézard Noir qui sont aussi excessivement belle, ainsi que l'intérieur. Voilà, je vous montre aussi, voilà, c'est trop bien. On va voir d'autres personnages dans ce tome 2 et toujours aussi bien. J'ai beaucoup aimé Vampire. Je trouve que c'est une excellente série en 2 tomes. Donc si vous voulez vous les procurer, si vous aimez l'histoire de Vampire, si vous aimez le gore, si vous aimez l'érotique, allez-y vraiment les yeux fermés. Gichi-kun, Suihiro Maruo, encore une fois, on est sur un récit pour jeunes cette fois-ci, donc pas de gore, pas d'érotique, mais un héros aux allures de Chaozu dans Dragon Ball qui va avoir des pouvoirs un petit peu mystiques et essayer de défaire le harcèlement qu'il y a sur différents élèves pour attirer une élève qui s'appelle Rumi et il semblerait qu'il soit amoureux. C'était très cool, c'était rigolo. Moi j'ai passé un très bon moment devant ce tome. Alors c'est vraiment à l'opposé de ce que Maruo peut faire d'habitude. Mais j'y ai passé un moment vraiment sympa. Et pour le coup ça m'a changé, ça m'a fait du bien. Et je sais que c'est pas un bouquin qui est super apprécié de Maruo, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Et on changeait un petit peu de ce qu'il y avait d'autre pour l'auteur. Par exemple, DDT qui lui était un bouquin, alors je ne vous montrerai aucune planche parce que pour le coup je pense que c'est le plus trash de Maruo. Ou alors peut-être vous montrer 2-3 planches... en les sélectionnant bien. Il y a dans ce bouquin des histoires courtes, mais ça va parler de viol, ça va parler d'inceste et ça va surtout parler de scatophilie. Le trait de l'auteur reste absolument magnifique et arrive à faire passer les situations. Alors je vous montre de loin, voilà, mais c'est... Et là c'est le moins trash de tout ce qu'il y a dedans, mais ça reste vraiment ouais, faut être accroché pour lire ce genre de livre, mais j'ai beaucoup aimé. Donc ça conclut ma découverte de Maruo pour ce mois-ci. On verra si je continue à en acheter. Je pense que oui, notamment l'enfer en bouteille m'intéresse pas mal. Donc excellent auteur, avec Kago, ça a été les 2 grosses découvertes du mois. Donc je pense on touche vraiment à la niche des auteurs réputés au Japon. Donc n'hésitez pas à découvrir ces auteurs, notamment par Vampire. Plus que 3 éditeurs, Mangetsu, Deep Street tome 3, un manga de basket qui fait très manga à l'américaine. On va s'intéresser donc à toujours Damian Kawai qui va essayer de rentrer en NBO, la parodie Wish de la NBA. J'ai pas super accroché à ce tome là, je sais que alors ça, je trouve qu'on perd ce côté, on gagne en réalisme par rapport au basket, mais on perd ce côté sympathique qu'il peut y avoir dans les mangas, fluide, etc. On est vraiment dans un autre univers. Finalement, ça nous a été vendu comme un manga traitant de la maladie, pas du tout. On n'en parle même plus là. Je crois qu'il en fait mention 2 fois. Alors, il l'a toujours, mais vu qu'il s'est adapté dans le tome 1, on n'en parle plus trop dans celui-là. Voilà, que dire de plus sur Deep Street. Je vous laisse encore un tome, je pense, ou 2 pour voir si je continue la série. Mais moi qui suis fan de basket, qui regarde l'NBA, etc., dès qu'il y a des matchs, quasiment tous les soirs finalement. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser. J'avais lu À tire-d'aile et cette fois j'ai lu The Dovecote Express donc de Ikuko Hatoyama chez Nove Graphics. Moins bien que son autre manga, donc À tire-d'aile, qui lui m'avait vraiment été un énorme coup de cœur.
Ça raconte l'histoire du Dovecote Express, qui est un train qui, dans le train en fait, il y a des pigeons voyageurs durant la guerre. Donc je crois que c'est la guerre 14-18 ou c'est la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais plus, j'ai pas envie de dire de conneries, c'est une des deux guerres mondiales. Et on va y suivre en fait, tous ces personnages sont la symbolisation des différents pigeons voyageurs. Donc c'était à l'époque, il n'y avait pas les signaux, donc ça doit être la Première Guerre mondiale. Et ils transmettaient les informations par pigeons. Donc beaucoup des pigeons mouraient, beaucoup de pigeons vivaient des choses assez compliquées. On va suivre un petit peu ça, c'est un manga qui est très onirique, qui est très... un manga qui est très beau, encore une fois, le découpage est juste vraiment cool et on a un petit billet de train dans le tome. L'édition est toujours impec, un peu cher encore une fois pour ce que c'est, c'était 18 € je crois. Donc 18 €, c'est 4 € plus cher que les grosses éditions de Glénat que j'ai montré avant. Maintenant le dessin est vraiment joli, le découpage est encore une fois sublimissime, on a de très très belles planches, voilà, comme celle-ci. Et ça reste un manga qui, si vous êtes un peu touché par le rapport à l'enfance ou le rapport notamment à la guerre, ça va vous toucher également. Et dernière maison d'édition, il s'agit de Pika. Je suis bientôt à jour sur Drifting Dragons, donc là j'ai lu du tome 6 au tome 8. Un tome 6 qui concluait une histoire qui avait été initiée dans les 2 tomes d'avant. Superbe histoire, vraiment trop bien, une couverture vraiment magnifique, voilà, une couverture entière. Un tome 7 qui était un tome de transition entre 2 histoires, donc un tome plus concentré sur la bouffe, sur leur façon de cuisiner, etc. Moins sur la chasse ou les différentes intrigues qu'il peut y avoir avec les personnages, donc un tome que j'ai légèrement moins apprécié, même si le dessin est toujours aussi cool. Et par contre, ce tome 8 était vraiment trop bien. On attaque le vif du sujet, on commence à rentrer dans du Nausicaa, notamment un rapport à la destruction de l'environnement, à la chasse aux baleines qui cette fois est complètement assumé, ce qu'il était aussi un petit peu avant, mais moins. Et pour le coup, dans ce tome-là, on est vraiment sur une espèce de... Je dirais pas une critique, mais voilà, ça aborde la chasse, notamment la chasse aux baleines qu'il peut y avoir dans notre monde à nous. On se rapproche de Nausicaa dans le style du dessin, ça reste vraiment super cool. Ça commence à devenir un peu plus trash et un peu plus engagé. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de Drifting Dragons. Et je vous le dis, j'ai déjà acheté les 4 tomes qui me manquaient pour le mois de février. Donc vous aurez la suite au mois de février. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Achat Manga. Une vidéo qui aura été longue comme d'habitude, beaucoup d'achats. J'espère que vous aurez découvert des titres ou que je vous aurai fait découvrir des auteurs ou des choses qui vous auront donné envie de lire. Quant à moi, je vous dirai à la prochaine fois. À plus pour la prochaine vidéo qui sortira logiquement la semaine prochaine. Et après la vidéo de la semaine prochaine, je vous préviens un petit peu pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos le dimanche ou d'être habitués à ce que ça sorte. Vous l'aurez remarqué, il y a beaucoup moins de vidéos en ce moment. Il n'y en a pas toutes les semaines et ça va encore réduire. Je vais pas m'étendre dessus sur pourquoi. Sachez que c'est un petit peu en dehors de mon ressort. J'aimerais bien en sortir plus et continuer à bosser notamment sur des tas d'analyses. Malgré tout, je peux pas spécialement en ce moment, ça reste de l'ordre du privé. J'essaierai de sortir notamment la vidéo la semaine prochaine, continuer les Lecturomania, d'essayer de continuer à sortir un petit peu de podcast de temps en temps, mais ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Voilà, je vais pas m'étendre dessus. Néanmoins, je ne disparais pas, je continuerai à faire des vidéos. Je suis d'ores et déjà en train de monter la vidéo sur les expositions d'Angoulême, donc un petit peu commentée, etc. Et je suis aussi sur l'écriture de 2 tas d'analyses, dont une qui va être un petit peu type documentaire assez longue et une qui sera plus courte. Donc j'espère que ça sortira courant mars. Nous verrons en fonction du temps que j'ai, etc. et de comment évoluent certaines choses de ma vie. Donc voilà, donc merci à tous d'être toujours aussi nombreux, n'hésitez pas à vous abonner, à utiliser le code Rakuten si vous avez envie d'avoir 10 € de réduction sur Rakuten, vous devez forcément connaître, à lâcher un commentaire, moi je réponds pour le coup à tout le monde, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, donc c'est 2 cases en case, tout est dans la description, de toute façon il y a le Linktree, d'aller écouter le podcast, etc. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye et achetez plein de mangas, ciao.